Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'un des films considérés comme les plus traumatisants et il s'agit de Martyr. Et l'intérêt principal de cette vidéo, eh bien c'est de vous expliquer l'histoire liée au film, pour que tout soit bien clair. Sinon à la fin, je parlerai aussi vite fait de mes impressions. Bon, avant de commencer l'analyse, pour présenter le film, eh bien il faut savoir que c'est un film sorti en 2008. Il est français et canadien, québécois, donc on est dans une œuvre totalement francophone. Youpi! Et pour ranger le film dans des cases, c'est considéré comme un film d'horreur, drame, peut-être thriller. En tout cas, il y a peu de chances que ce soit considéré comme un feel-good movie. Bref, comme prévu, je vais maintenant expliquer le film. Alors pour commencer, le film parle d'une secte, dont le principal but est de savoir ce qu'il y a après la mort. Pour information, le groupe a été créé en 1968 ou 69. Et c'est une dame surnommée Mademoiselle qui est à l'origine de ce groupe. Elle est un peu devenue la présidente, en quelque sorte. Et je ne serais pas surpris qu'elle aurait créé cette secte suite à des événements douloureux. Et ces tristes événements lui auraient fait chercher des réponses impossibles à trouver. Bref, Mademoiselle et ses disciples doivent maintenant réfléchir pour savoir comment on fait, et bien pour savoir s'il y a une vie après la mort. Et petit à petit, la seule idée qui leur est venue en tête, eh bien c'est de créer un martyr. Merveilleux choix. Sinon cette idée leur est venue en tête en s'intéressant à différentes histoires. On voyait des gens entre la vie et la mort, ou du moins qu'ils étaient dans des états qui le laissaient penser. Pour info, cet état est symbolisé par un corps semblant sans vie, et il y a aussi les yeux levés au ciel. Sinon, pour placer la définition d'un martyr quelque part, eh bien martyr, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de supporter d'atroces souffrances. Et pour prendre une autre définition, en grec ancien, martyr signifie témoin. Donc c'est formidable, puisque la secte va en quelque sorte recréer ces deux définitions. Puisque oui, les membres du groupe vont devoir brutaliser des gens jusqu'à l'extrême pour qu'ils deviennent des témoins de l'existence après la mort, de l'au-delà. Bon, maintenant, on va expliquer plus en détail la création d'un martyr, ou quand on connaît le film, peut-être plutôt d'une martyre. Alors au départ, la secte va enlever une jeune femme, fille, voire même enfant. Et c'est pas par sexisme qu'ils font ça, puisque d'après leurs recherches, les femmes ont plus de chances de savoir ce qu'il y a après la mort, de transcender. C'est comme ça. Il se trouve que les femmes sont plus sensibles à la transfiguration. Les femmes jeunes. Pour en dire plus, les victimes n'ont en général pas de vraie famille. Comme ça, c'est plus simple pour les enlever, et en plus on peut imaginer qu'il y a moins de recherches, moins de gens sur leur dos. Donc c'est génial, si j'ose dire. Ensuite, la pauvre fille va être enfermée quelque part, seule, dans un endroit sombre, pendant des semaines, voire des mois. Au tout début, les membres de la secte utilisaient des lieux abandonnés pour torturer leurs victimes. Mais plus tard, pour éviter de se faire repérer et pour éviter que les victimes s'échappent, eh bien on a préféré aménager des salles de torture et d'emprisonnement dans les sous-sols des maisons. Maisons dont les propriétaires sont des membres de la secte, évidemment. Ensuite, sans surprise, la victime sera régulièrement brutalisée, le plus souvent avec des coups, mais au bout d'un moment, il peut se passer des choses encore plus terrifiantes. En fait, le but, c'est qu'au bout d'un moment, la victime tombe dans une détresse mentale extrême. Comme ça, elle peut s'abandonner,
voire se transcender. Pour les charmants membres de la secte, ce dernier état est perçu comme une étape entre la vie et la mort. Et le but ultime, c'est que cette personne, considérée maintenant comme une martyre, puisse témoigner sur ce qu'elle a vu ou ressenti sur ce voyage entre la vie et la mort. Voilà, si on arrive là, c'est mission accomplie. Sinon, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien il faut savoir que les membres de la secte n'ont pas de haine envers leurs victimes. Puisqu'en fait, pour eux, être un martyr, c'est quelque chose de beau, de puissant. Après, les bourreaux savent qu'ils font du mal, mais c'est un mal nécessaire. Voilà, en fait, être tortionnaire, c'est un peu un travail comme un autre. Faut être ouvert d'esprit. Pour parler statistiques, eh bien on n'a vraiment aucune idée sur le nombre de victimes qu'a fait la secte pendant 17 ans. Mais on se doute qu'il y a facilement plusieurs dizaines, voire au moins 100 victimes. Mais problème, on n'a réussi à avoir aucun témoignage sur ce qu'il y a après la mort. C'est un peu con puisque c'est quand même le seul objectif de la secte. En fait, ce qui explique ce ratage complet, c'est que dans la très grande majorité des cas, la victime va mourir eh bien sans qu'il y ait de transition entre la vie et la mort. Autre cas de figure, très rarement, la victime arrivera à se transcender, mais elle va mourir peu de temps après, donc pas le temps pour le témoignage. Ou après, dans certains cas, on imagine que la victime, trop affaiblie, n'aura même plus la force de s'exprimer. Pour vous faire une idée, avant la fin du film Martyr, eh bien il faut savoir qu'il y a seulement 3 femmes qui ont réussi à se transcender, sur au moins 100, et 0 qui ont donné un témoignage. C'est pas génial comme résultat. Sinon, pour toujours critiquer cette pauvre secte, eh bien je suis désolé, mais la manière dont opèrent ces gens n'a pas de sens. Puisque mademoiselle, qui se croit plus intelligente que tout le monde, va dire elle-même que les souffrances des victimes vont au bout d'un moment créer des hallucinations, donc des choses qui n'existent pas. Au bout d'un temps, son traumatisme, cette petite fissure si facile à fabriquer, lui fait voir des choses qui n'existent pas. Donc en disant ça, comment peut-on être sûr que ce que voit un martyr est réellement ce qu'il y a après la mort? Pourquoi ce ne serait pas des hallucinations? Je ne comprends pas. Après, autre chose qui m'échappe, c'est pourquoi les membres de la secte sont autant attachés ou perturbés par des questions existentielles quand on voit qu'ils n'ont aucune considération pour la vie. Voilà, c'était ma petite phrase philosophique. Ah oui, j'avais oublié de dire que la secte est principalement constituée de gens riches. La principale raison à ça, c'est que tout simplement les relations ou l'effet de groupe rassemblent des gens d'un même milieu social. Sinon, cette idée simplifie aussi l'histoire, puisque des gens sans argent n'auraient pas pu faire construire de grandes salles de torture sous de grandes maisons. Donc voilà, tout ça est logique. Bon, maintenant, on va enfin parler en détail des 2 personnages principaux que l'on suit dans le film Martyr. Titre au pluriel d'ailleurs, puisque nos 2 protagonistes vont devenir des martyrs à un moment ou à un autre. Bref, pour commencer, on va savoir qu'en 1970, Lucie Jurin et une femme qu'elle ne connaît pas vont être enlevées par la secte. Ces 2 filles vont être gardées et surtout torturées par le couple Belfond. Vu qu'on est au début de la secte, les victimes vont être emprisonnées dans un site industriel abandonné, où plusieurs salles ont été aménagées exprès pour emprisonner et torturer les victimes. Ensuite, en octobre 1971, environ 1 an après son enlèvement, notre pauvre Lucie arrivera à fuir. Pour cela, elle a comme provoqué sa tortionnaire
en lui recrachant sa nourriture dégueulasse. Du coup, Gabrielle, la tortionnaire, va un moment la détacher, dans l'idée de la battre, j'imagine. En tout cas, c'était pas très logique de la détacher. Bref, dans tous les cas, Lucie va réussir à se débattre et à faire chuter Gabrielle, qui va se blesser. Ensuite, Lucie, juste avant de réellement partir, va voir l'autre femme attachée dans une pièce voisine. Mais ne sachant pas quoi faire rapidement, Lucie va préférer fuir pour ne pas se faire rattraper. Plus tard, des gens vont la retrouver, la police va être appelée, et à cause du choc et du traumatisme, Lucie pourra montrer le lieu où elle était captive seulement dans les jours qui suivent. Du coup, les problèmes, vous les voyez venir, c'est qu'il n'y a maintenant plus aucune trace des bourreaux et de leurs méfaits. En plus, l'enquête ne permettra pas de remonter jusqu'au tortionnaire. Et Lucie n'arrivera même pas à dire plus de choses. Pour expliquer ce mutisme, peut-être qu'elle a une amnésie traumatique qui lui a fait oublier ses souvenirs, ou peut-être qu'elle ne veut pas parler par peur, ou il y a peut-être encore une autre raison. Nul ne le sait. Bref, Lucie, qui est une enfant et qui ne semble pas avoir de famille, va être recueillie par un orphelinat. Et elle va se lier d'amitié avec Anna Assaoui. Mais même à sa seule amie, Lucie ne dévoilera aucun détail sur sa captivité. Autre information importante, à cause de ses lourds traumatismes, Lucie va avoir des hallucinations qui vont la poursuivre toute sa vie. Pour en dire plus, ses visions se résument à être persécutée par une femme mutilée. Cette femme en question, c'est pas n'importe qui, puisque c'était la femme qui était retenue captive par les Bellefonds. Mais Lucie n'avait pas pu la sauver pendant sa fuite. Et elle n'a jamais été retrouvée, donc on peut imaginer le pire. Du coup, Lucie s'en voudra toute sa vie, et ses hallucinations symbolisent sa culpabilité. Sinon, ses visions semblent être aussi liées avec un dédoublement de la personnalité, puisque plusieurs fois, Lucie va se faire du mal physiquement en étant persuadée que c'est la femme mutilée qui le fait. Chose pas très claire de son enfance jusqu'à l'âge adulte, et bien de plus en plus de gens sont devenus méfiants envers Lucie. Bon, c'est vrai qu'au départ, elle avait l'air soutenue, mais rapidement, on a douté du fait que Lucie Jurin aurait été martyrisée. Ou non, puisque oui, on sait qu'elle hallucine par moments, qu'elle peut se faire du mal toute seule, et elle semble garder des secrets. Du coup, à cause de tout ça, beaucoup se sont demandé si elle n'aurait pas imaginé toute cette histoire de captivité et de torture. D'ailleurs, on verra même que sa meilleure amie, Anna, n'a pas toujours une confiance totale envers Lucie. Donc imaginez les autres. Bref, même si rien n'est précis à propos de ça, eh bien on se rend compte quand même que globalement, Lucie est perçue comme quelqu'un d'instable, voire dont il faut se méfier. Oui, quand on connaît la vérité, c'est injuste. Mais bon, dans le film Martyr, le mot juste ne fait pas trop partie du vocabulaire. Bon, maintenant, on fait un bond dans le temps et on arrive en 1986. Et là, sans surprise, Lucie et Anna ne sont plus dans un orphelinat. Par contre, les deux femmes sont toujours amies. Cela dit, Anna est aussi amoureuse de Lucie. Mais bon, ça n'est pas réciproque. En fait, les histoires d'amour et de couple, eh bien, ça ne fait pas partie des préoccupations majeures de Lucie. Ce qui explique peut-être cela. Bref, un jour, Lucie découvrira dans un journal une photo où il y a ces tortionnaires. Donc là, son terrible passé ressurgit brusquement à nouveau. Et là, son idée de vengeance va prendre place très rapidement.
Surtout qu'en se vengeant, elle pourra peut-être se libérer de sa culpabilité. Donc ce serait fort bénéfique. Bref, à présent, vu que Lucie connaît l'identité de ses bourreaux, eh bien elle va retrouver leur adresse et elle va les observer. Mais le principal, c'est qu'elle va passer à l'action. Un dimanche matin, histoire de ne rater personne. De ce fait, Lucie va se rendre dans la maison de la famille, armée d'un fusil de chasse. Puis une fois qu'on lui ouvre la porte, elle va abattre les 4 membres de la famille l'un après l'autre. Donc sans surprise, en victime, on a d'abord les parents, donc le père et la mère, puisque ce sont eux qui avaient torturé Lucie il y a 15-16 ans. Donc là on comprend pourquoi elle n'a pas hésité à les tuer. Mais il ne faut pas oublier que les 2 enfants adolescents, donc Antoine et Marie, vont y passer aussi. On peut dire que ce sont des victimes collatérales, puisque vu leur âge, c'est impossible qu'ils auraient torturé Lucie il y a des années. Cela dit, Lucie les tue quand même, puisque déjà elle ne peut pas laisser de témoins, et je pense aussi qu'elle s'est imaginé qu'ils peuvent finir comme leurs parents. Donc fallait les éliminer. Sinon, à un moment du film, j'ai cru comprendre que ce seraient ces hallucinations qui l'auraient poussé à tuer les enfants. Donc voilà, on a déjà trouvé 3 raisons. D'ailleurs, en parlant de ça, un truc qui n'est pas très clair, eh bien c'est de savoir si les 2 adolescents étaient au courant de l'existence de la secte. C'est ce qu'ils ont fait tes parents? Moi je penche plus pour le oui, puisque les parents sont des membres très actifs depuis quand même 16 ans. Et une partie de toutes ces horreurs se sont passées dans les sous-sols de leur maison. Donc je ne vois pas comment on peut cacher ça. Sinon, vu leur âge, je pense qu'ils étaient juste témoins. Rien de plus. Après, c'est quand même pas mal, vous me direz. Bref, après avoir assassiné tout le monde, Lucie va toujours avoir ses hallucinations et elle va se blesser, se mutiler. Du coup, vu qu'elle est maintenant paniquée, elle va appeler sa seule amie, Anna, pour qu'elle vienne l'aider. De ce fait, Anna, qui est très serviable, va arriver dans la maison peu de temps après. Et là, elle va découvrir l'horreur, toute la famille assassinée. Après la vision horrible de tous ces cadavres, elle doute encore de la confiance qu'elle doit accorder à Lucie. Puisque là, elle ressemble surtout à une meurtrière. Mais bon, au final, même si Anna n'approuve pas tout ce qu'a fait Lucie, elle va quand même l'aider. Et pas qu'un peu, puisqu'au départ, elle va soigner Lucie de ses terribles blessures. Et en plus de ça, elle va commencer à mettre les corps dans un grand trou qu'il y avait dans le jardin, pour ensuite les enterrer. Mentalement et surtout physiquement, c'est pas facile de faire ça. D'ailleurs, pendant le transfert des corps, eh bien on va découvrir que la mère Gabrielle Belfond est encore vivante. Curieusement. Cela dit, pour Anna, c'est limite un problème en plus, puisque maintenant elle doit faire face à un dilemme. Puisque oui, elle n'a pas envie de laisser mourir cette femme qu'elle ne connaît pas. Du coup, elle va essayer tant bien que mal de l'aider. Même si je ne vois pas quelle peut être l'issue de tout ça. Bon, dans tous les cas, pas la peine de réfléchir, puisque Lucie va découvrir que Madame Belfond est encore vivante, et sans hésiter, elle va l'achever avec plusieurs coups de marteau. Cela dit, malgré tout ça, Lucie se sent toujours persécutée par la femme mutilée. Et au lieu de se calmer, ça s'est même empiré. Pour preuve, elle va gravement s'automutiler. Et là, elle se rend compte qu'elle est encore plus abattue,
puisque même après sa vengeance, elle n'arrive pas à trouver la paix. En fait, ce qui peut expliquer ça, c'est que, vengeance ou non, la femme que voit Lucy reste morte. Donc elle ne peut plus rien faire à propos de ça. Du coup, il n'y a aucune issue à ce cauchemar. D'ailleurs, elle va s'en rendre compte, puisque durant la nuit, Lucy va se suicider en s'égorgeant. Voilà, c'est là que l'histoire de Lucy se termine. Et quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'elle est morte avant de connaître l'existence de la secte. Elle imaginait probablement que le couple Belfond était seul dans cette démarche. Sinon, j'avais oublié de dire aussi que Lucy se sentait seule, perdue et incomprise même de la part d'Anna. Enfin, pour l'instant. Tu m'as jamais cru. Bref, après ça, Anna Assaoui va se retrouver seule au monde, puisqu'elle aussi ne semble pas avoir d'autres amis, ni de famille aimante. Et oui, c'était pas pour rien qu'elle était dans un orphelinat. Sinon, en plus d'être seule, on ne sait pas trop comment elle va s'en sortir face à cette situation. Cela dit, dès le matin, donc le lundi, Anna n'aura plus trop à réfléchir à ça. Puisque oui, elle va découvrir par hasard qu'il y avait un passage secret dans la maison. Et elle va y découvrir les tristes sous-sols. Donc des pièces sombres et étranges, des photos de martyrs, etc. Et surtout avec tout ça, elle va commencer à comprendre ce qui se passe. Mais surtout, elle va découvrir une salle de torture où il y a encore une victime. On voit une femme attachée encore vivante avec quelque chose en acier sur la tête qui l'empêche de voir. Pour info, cette femme s'appelle Sarah Dutreuil et elle a été gravement torturée puisqu'on s'est servi d'elle pour qu'elle devienne une martyre. Ça, j'imagine que vous l'avez deviné. Sinon, avec cette découverte, on se rend compte que les Belfond n'ont pas arrêté leur activité criminelle. Ils y tiennent à leur secte. Bref, juste après l'avoir délivrée, Anna va aider Sarah à s'en sortir. Mais à un moment, elle va faire l'erreur de retirer le truc en métal qu'il y avait sur sa tête. Puisque oui, en revoyant à nouveau, les hallucinations vont reprendre vie. Et Sarah va gravement se mutiler. Puisqu'en fait, elle imagine que plein d'insectes infestent son corps. Sinon, en parallèle à tout ça, des membres de la secte qui avaient essayé de joindre les Belfond, sans succès, décident d'aller vers la maison. Et dès qu'ils arrivent, une des membres va abattre froidement Sarah, qui était dans un état de panique extrême. Après ça, pour cacher ce qui s'est passé, les membres du groupe vont nettoyer la maison et vont mettre le reste des corps dans le trou du jardin. Ce qui fait que les cadavres de la famille Belfond et de leurs victimes vont se retrouver ensemble. Ça, c'est perturbant comme idée. Sinon maintenant, vous vous doutez bien qu'Anna est maintenant prise au piège. Au départ, elle va être vite fait interrogée par la femme pas très aimable. Puis, dès que les membres du groupe ont à peu près deviné ce qui s'est passé, elles vont emmener Anna au sous-sol. Et là, mademoiselle, en personne, va venir. Et elle va lui expliquer en gros qu'ils veulent créer des martyrs, histoire de la mettre dans l'ambiance. Nourrissez cette souffrance de façon méthodique, systématique et froide. Et que cela dure. Ça y est, maintenant c'est officiel, la secte va à présent utiliser Anna Assaoui pour la transformer en martyr. Du coup, au départ, elle va être emmenée dans les sous-sols d'une maison d'un couple dont on ne connaît pas le nom. Et là-bas, Anna va subir tous les sévices que doivent subir chaque victime qui se respecte. C'est-à-dire
qu'elle va être enfermée dans une grande pièce sombre, seule, enchaînée, peu habillée, et on va lui offrir le service minimum pour l'hygiène. Sinon, régulièrement, la femme du couple va lui donner une nourriture immonde à manger, histoire qu'elle survive. Et elle aura aussi de l'eau à boire, logique. Et lui, l'homme, va la frapper et la battre régulièrement. Et il va y aller à fond, il n'y aura pas de retenue. Évidemment, les bourreaux ne vont donner aucun signe d'émotion, puisque c'est leur job. Après, au bout d'un moment, Anna va commencer à entendre des voix, surtout celle de Lucie, puisque maintenant elle partage les mêmes traumas. Je laisse aller. Si j'y arrive pas, tu seras là. Oui. Tu me manques. Cela dit, contrairement aux autres femmes torturées, Anna ne semble pas souffrir de très graves hallucinations. Voilà, j'avais envie de le remarquer. Cela dit, ça veut pas non plus dire qu'elle mène la belle vie. Bref, dans tous les cas, Anna va devoir subir plein de tortures pendant des jours, des semaines, mais on ne peut pas être plus précis, puisque pendant qu'elle est enfermée, nous, spectateurs, n'avons plus d'informations sur le temps. Après, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va paraître interminable pour Anna, puisque physiquement et mentalement, c'est l'horreur à un niveau indescriptible. Et ça, c'est bien pour la secte, puisque ça veut dire que le corps et l'esprit d'Anna vont commencer à s'abandonner. Mais ça n'est pas fini, puisqu'il faut une ultime étape pour faire le fameux voyage entre la vie et la mort, et pour avoir l'image d'un vrai martyr. De ce fait, Anna va être mise dans une pièce voisine, et là-bas, l'homme va tout simplement l'écorcher vive. Donc voilà, maintenant Anna va se retrouver sans peau. Il y a plus rien. Enfin, j'exagère, puisque pour des raisons pratiques, on en a laissé sur son visage. Bon, peu après avoir débuté cette souffrance ultime, Anna va enfin se transfigurer, se transcender, et ce, complètement. Elle est en train de passer littéralement dans un autre état physique et mental. D'ailleurs, symboliquement, on va voir ses yeux qui regardent en l'air. Pour être précis, ce passage entre les deux mondes va durer 2h15. Bref, la femme qui surveille Anna va remarquer sa transfiguration. Et elle va aussitôt appeler mademoiselle pour qu'elle vienne. Et c'est ce qu'elle va faire, puisqu'elle va vite voir Anna. Et là enfin, mademoiselle va lui demander si elle a vu l'autre monde, si elle a vu quelque chose. Et là, Anna aura encore la force de lui répondre quelque chose, en lui chuchotant. Et ça, c'est un gros événement pour la secte, puisqu'en 17 ans de travail acharné, c'est la première fois qu'une victime a témoigné de ce qu'il y a après la mort. Il était temps. Bon, dès le lendemain, toute la secte va se réunir dans la maison où Anna a été torturée. Il y a une sorte de fête, de rassemblement, puisque ça y est, l'objectif est atteint. Et surtout, on attend avec impatience que mademoiselle révèle le témoignage d'Anna. C'est un peu pour ça qu'on est venu. Mais en fait, non, puisque finalement, mademoiselle va s'enfermer dans la salle de bain et elle va se suicider en se tirant dans la bouche. Douter, Étienne. Donc elle va garder le témoignage pour elle. Ça, c'est pas bien. Pour information, ces derniers mots laissés à son assistant laissent penser qu'il ne vaut mieux pas qu'il sache ce qu'il y a après la mort, sans que l'on comprenne pourquoi. Sinon, de son côté, notre pauvre Anna n'a maintenant plus la force de parler, et elle va certainement mourir dans les prochaines heures, voire dans 2-3 jours maximum. Voilà, on arrive à la fin du film Martyr.
D'ailleurs oui, j'ai pas fini avec cette fin, puisque la question que beaucoup de spectateurs se posent, eh bien c'est de savoir qu'est-ce qu'Anna a dit à mademoiselle. Réponse, je ne sais pas. En fait, faut pas chercher à comprendre, puisque cette fin a été imaginée exprès pour qu'on ait aucune idée de la réponse. Donc ça sert à rien de faire plein d'hypothèses. Puisque oui, quoi qu'Anna a dit, eh bien ça justifie le suicide de mademoiselle. Par exemple, s'il n'y a pas d'au-delà, s'il n'y a rien, eh bien mademoiselle aura l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Et s'il y a quelque chose, eh bien on peut se dire qu'elle veut vivre cette autre chose rapidement. Peut-être qu'elle veut retrouver au plus vite un proche disparu. Sinon, je vais oublier de dire qu'il y avait peut-être une troisième hypothèse. Et pour comprendre cette idée, et bien savoir ce qu'il y a après la mort en détail, quand on est encore vivant, eh bien c'est une information trop lourde, bizarre et folle à porter. Et du coup, c'est peut-être trop étrange et difficile de vivre en sachant l'étape d'après. Je sais pas si cette troisième idée était compréhensible. Cela dit, si je devais absolument choisir une réponse, je pencherais plus pour le fait que mademoiselle a été déçue eh bien par le témoignage. Sinon, pourquoi se taire face aux membres de la secte? Cela dit, dans tous les cas, les membres de la secte qui étaient là, qui sont encore vivants, eh bien, n'auront pas de réponse. Du coup, on peut imaginer que la secte va encore continuer, et il y aura encore d'autres victimes. Donc, mademoiselle a fait un acte super égoïste, en s'enlevant la vie. Après, pour aller encore plus loin, à cause de ce qui s'est passé, eh bien, on peut imaginer que des membres de la secte eh bien, auraient quitté le groupe, puisqu'ils en auraient marre. Du coup, hop, on peut espérer que la secte va disparaître petit à petit. On peut toujours rêver, même si on n'en sait rien. Bon, voilà maintenant pour dire quelques trucs en plus sur le message du film. Eh bien, pour commencer, il faut savoir que Pascal Laugier, qui a écrit et réalisé le film, a dit qu'il a imaginé cette histoire pendant qu'il était dans une période très déprimante, sombre. Ça se voit. Après, je trouve ça quand même étrange de se mettre à penser régulièrement à une histoire aussi horrible quand on est déprimé. Je me dis, ça doit encore plus t'enfoncer qu'autre chose. Après, chacun gère sa dépression comme il le veut, ou comme il le peut. Bon, sinon, pour le message, je pense qu'il n'y a pas de secret. Le but de ce film est de nous montrer une vision pessimiste de l'humanité, de la société qui est malade, qui est folle. Et oui, de ce film, on retient surtout les bassesses de l'humanité. On nous montre jusqu'où l'humain est prêt à aller pour une cause qui lui paraît noble. Et évidemment, le but du film, c'est de nous montrer ça de manière brute et naturelle. Rien n'est vraiment édulcoré ou censuré. Je pense que vous serez d'accord. Sinon, je trouve aussi que rien n'a été exagéré, puisqu'à aucun moment, j'ai trouvé qu'une scène était de trop, sortait de nulle part ou était ridicule. Pour moi, l'enchaînement de toutes ces horreurs est assez logique quand on suit l'histoire. D'ailleurs, contrairement à ce que j'ai beaucoup lu sur le film, eh bien, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de violence gratuite. Alors, dernier point, est-ce que le film m'a traumatisé ou non? Eh bien, la réponse est oui, sans hésitation. C'est un film quand même épouvantable. Par exemple, si je devais trouver 3 choses qui rendent Martyr plus traumatisant que les autres films. Eh bien, en premier, on a toutes ces histoires d'hallucinations qui te suivent partout jusqu'à te tuer, comme s'il n'y avait aucun remède. Deuxième chose, évidemment, le concept d'être un martyr fait plus peur que rêver, puisque oui, me retrouver attaché à la merci de mes bourreaux, me faire démonter la gueule petit à petit et voir ma mort arriver dans d'atroces souffrances, eh bien je suis désolé, mais je trouve ça perturbant. Le pire, c'est vraiment la scène où l'on découpe toute la peau. On voit qu'il n'y a plus rien, quoi. Ça, c'est vraiment pas possible.
Sinon, le troisième truc bien angoissant, c'est toute cette histoire de secte, de questions existentielles, de la vie après la mort, de l'existence. En fait, ce que je veux dire, c'est que le film nous fait faire penser à des questions existentielles qui perturbent plus l'esprit qu'autre chose, qui nous torturent. Sans compter le pessimisme du film, qui ne risque pas de vous apaiser sur ces questions. Bien au contraire. Sinon, en dehors de ça, il y a pas mal de choses choquantes, violentes ou marquantes, comme la mort de la famille. Mais bon, ça on va dire que c'est un peu plus gérable mentalement. Et surtout, c'est le genre de choses qu'on peut voir dans d'autres films choc. Après, mine de rien, ces scènes participent quand même au côté traumatisant du film. Sinon, pour terminer avec une comparaison, eh bien je suis désolé, mais je trouve que Martyr est plus traumatisant que Serbian Film. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour ma défense, je trouve que Martyr n'a pas de scène qui tombe un peu dans le grotesque ou dans le ridicule. Contrairement au fameux film serbe, dont j'avais déjà fait une vidéo, pour information. Et pour finir en beauté avec une note positive, eh bien je trouve que Martyr est l'un des meilleurs films d'horreur ou de genre francophones. Et pas que français, puisque c'est à moitié canadien, je vous le rappelle. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le thème n'était pas trop désagréable et que ma voix n'était pas trop horrible. Et pour finir avec 2 conseils, si vous voulez savoir ce qu'il y a après la mort, eh bien en 1, ne créez pas de victimes ou de martyrs, puisque comme on a vu, c'est compliqué, et en plus ça ne mène pas grand chose. Et de 2, eh bien pensez à autre chose, tout simplement, puisque vous ne trouverez rien qui vous apportera une réponse rassurante et 100% vérifiable. Donc s'il vous plaît, ne vous torturez pas l'esprit avec ça.